Bonjour, je m'appelle Dr Suzy Riva. Je suis chercheuse au sein du Senior Living Lab, un projet de recherche interdisciplinaire des hautes écoles en Suisse romande sur le bien vieillir. Je vais vous présenter des témoignages de femmes qui vont parler de leur perception du bien vieillir. Maintenant, nous avons le plaisir de rencontrer Anne-Marie. Venez. Donc la vie et sa fin de vie et la fin de la vie, cela évoque pour moi un immense respect. La personne que j'ai en face de moi et dont la vie s'effiloche, s'envole, elle a vécu, elle a aimé, elle a pleuré, elle a souffert, elle a ri, elle a été porteuse de bonnes choses, elle a porté des choses difficiles. Le respect, la considération, accuser réception peut-être de la souffrance, entendre la souffrance, en faire quelque chose. La première des choses étant d'accuser réception. Je vous comprends. C'est difficile, mais toute une équipe est là. Avez-vous besoin de quelque chose? Avez-vous des souhaits? Que puis-je faire pour vous? Ah, vous désirez la solitude. Je dois respecter la solitude. Je dois prévenir les équipes que leur présence, bien que extrêmement bienveillante, n'est pas forcément souhaitée à ce moment-là, parce que c'est votre vie, c'est votre choix. Le choix et le pouvoir de décision. Un être humain, lorsqu'il termine sa vie, en espérant qu'il puisse s'exprimer, c'est beaucoup plus compliqué quand il n'y a pas d'expression. Mais avec les outils actuels et les échelles d'évaluation, on arrive à voir si quelqu'un souffre. On peut apporter de l'aide, on peut apporter, pas toujours, il faut rester extrêmement modeste sur ce chapitre. Mais quand la personne peut s'exprimer, c'est vraiment lui laisser le choix de dire ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, et ne pas laisser notre ego apparaître dans le faire. Je veux faire, je veux intervenir pour, je dois être présente. Non, discrètement, être extrêmement présent mais sur la pointe des pieds pour laisser la personne faire son chemin comme elle sent que c'est bien pour elle. Est-ce que tu penses que les nouvelles technologies sont un espoir pour l'accompagnement des personnes âgées? Dans certains pays limitrophes, avant 70, il y avait des établissements, des hospices, des asiles, de 2000 et de 5000 lits avec des chambres de 40 lits. Et puis depuis les années 75, sauf erreur, ces asiles ont été éradiqués au profit de maisons de retraite. Alors des chambres de 2-3 lits, bien évidemment des salles de bain communes, mais on était déjà dans l'avancée, peut-être pas d'une avancée technologique, mais au niveau architectural, on prenait conscience qu'on ne pouvait plus laisser des personnes vivre comme cela. Quand on était au domicile, on restait au domicile parce que la famille était très présente. Mais l'architecture adaptée aussi au niveau du domicile a permis aux personnes âgées de rester longtemps chez elles. On fait appel à l'ergothérapeute pour mettre la bonne barre au bon endroit. La création des soins au domicile, c'est une révolution, c'est extraordinaire. Grâce à tout ce qui est mis sur place actuellement, les gens peuvent rester longtemps chez eux dignement. La mise en place, la reconnaissance de la douleur, c'est pas si ancien. La prise en charge de la douleur avec les protocoles, les procédures, tout ce que cela implique en termes de croyance, spiritualité, c'est un long chemin. Aujourd'hui, on ose dire que nous cheminons favorablement par rapport à ces réflexions. Il n'y a pas si longtemps, quelques dizaines d'années, mais je ne sais pas si je mettrais beaucoup de S à quelques, mais un nouveau-né n'avait pas mal. On pensait qu'un nouveau-né ne souffrait pas. Donc, toutes ces réflexions, je dirais ces réflexions pluridisciplinaires, où la problématique une problématique est mise en évidence, et bien tout ceci me permet aujourd'hui de dire oui,
les technologies sont nécessaires pour permettre à une situation d'évoluer, d'avancer. Je serai juste prudente sur l'application. Quel est l'impact sur les dossiers connexes? Magnifique découverte pour le sujet concerné, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à tel dossier, tel dossier, tel dossier? Et là, je suis un peu plus pondérée. Je pense qu'une découverte doit être étudiée au sens large, avec son impact aujourd'hui, dans le temps, son impact sur les dossiers voisins, et mettre au centre de ces découvertes l'aspect éthique. L'aspect socio-économique sera, politico-socio-économique sera et est toujours nécessaire. Mais il faut aussi rajouter la dimension de l'humain. Et ces valeurs, en se conjuguant, peuvent certainement donner des résultats étonnants. Je crois beaucoup aussi au génie de l'humain, n'est-ce pas, quand l'humain a besoin de créer pour survivre. Le dossier du vieillissement, moi je l'intégrerai volontiers dans le dossier général de la protection de la planète et de ses habitants. Donc le génie de l'humain, combien de pays, combien de régions ont été des personnes, combien ces personnes ont été extraordinaires dans la créativité et dans l'innovation pour vivre aussi bien que possible et survivre. Et j'ai une grande ferveur dans la jeunesse qui probablement aura un regard nouveau sur tout cela. Donc oui, la technologie avec un élargissement, c'est beaucoup de travail, mais c'est à mon avis nécessaire pour l'avenir. Nous allons rencontrer Marilyn. Elle est présidente de Via Mulieris. Venez s'il vous plaît. Oui, alors, ben oui, quand on arrive à 60 ans, c'est qu'en fait, on nous colle une étiquette. Donc les prêts bancaires deviennent plus compliqués du fait que notre espoir de vie, apparemment, s'amenuise. Donc les possibilités de rembourser un prêt deviennent plus courtes. On nous qualifie de seniors, donc dès qu'on passe 60 ans, nos prestations bancaires deviennent, arrivent avec le label senior. En fait, en tant que femme, c'est vrai qu'on doit se repositionner, se questionner quant à notre future vie de retraitée, dans le sens où une vie de femme est souvent interrompue. Une vie de femme est souvent interrompue par le fait que l'on a des enfants, par le fait qu'on a peut-être un divorce. Et ça, c'est un message que j'aimerais apporter auprès des plus jeunes, c'est de dire, ben voilà, pensez un petit peu à votre avenir, pensez un petit peu à votre retraite financière, car les femmes sont souvent prétéritées dans leur rôle financier, en fait, du fait de ces interruptions de vie, volontaires ou non. Donc aussi cet espoir de pouvoir bien vieillir dépend de l'organisation tout au long de la vie, oui, par rapport à un projet financier. Il y a une prise de conscience, je dirais, mais qui ne doit pas influencer toute notre vie. J'imagine mal une jeune de 20 ans maintenant qui dit « je dois planifier toute ma vie par rapport à quand j'arriverai à 65 ans ». Non, je ne vois pas ça, mais on doit y penser. Parce que c'est vrai que les femmes, en ayant des interruptions de carrière dues à une grossesse, souvent ont des trous dans leur pension, dans leur assurance vieillesse, et arriver à cet âge-là, ce qui est mon cas d'ailleurs, hein, eh bien, on peut être un petit peu dérouté par ce fait-là. J'apprends à vivre plus simplement, à élaguer. Pour moi, j'appelle ça élaguer, c'est-à-dire me débarrasser du superflu, me débarrasser des choses que j'ai eu accumulées et qui maintenant, petit à petit, je débarrasse. Aux grandes dames de ma famille, qui a de la peine à comprendre cette sorte d'abandon du matériel autour de moi. Je peux facilement faire le tour de ma maison avec des sacs poubelles, prendre des habits et puis remplir 2 sacs poubelles,
je fais de l'ordre dans mes livres, des livres que je ne touche plus, voilà. Je pense que vieillir, c'est aussi apprendre à lâcher prise avec des choses inutiles. Voilà. Et j'en arrive presque à penser à vivre vraiment avec le strict minimum des jours. Ouais. Donc en fait, c'est aussi de savoir s'adapter et apprendre tout au long de la vie. Oui, exactement. Il faut savoir s'adapter et s'adapter à son âge, à son temps, et faire en sorte que la vie, en fait, même si elle avance, même si elle raccourcit, ça devient quelque chose de gratifiant et surtout quelque chose qu'on maîtrise. Je pense que c'est important de maîtriser notre vie de tous les jours et de décider et pas laisser les autres ou des événements extérieurs nous influencer, mais vraiment prendre conscience des choses et les maîtriser. Est-ce que tu penses que les nouvelles technologies peuvent être un espoir et puis une aide à l'âge de la retraite? Absolument. Alors moi, je suis fan des nouvelles technologies. J'ai personnellement 2 téléphones portables, une tablette, un PC. Donc oui, je suis persuadée de ça. Je suis persuadée que notre génération, la génération qui va venir, va communiquer avec la nouvelle technologie, va consommer avec la nouvelle technologie. Et moi, je vois ça comme un plus. Donc je ne suis pas à repousser les réseaux sociaux, les achats sur Internet. Non, je pense que bien évidemment, ça sera un plus dans le confort de vie, ça sera un plus pour les gens qui ont des problèmes de déplacement. Moi, je vois ça comme un plus, absolument. Est-ce que tu vis la vie que tu avais imaginée quand tu as pris la retraite? Je pensais avoir plus de temps, mais en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que le rien faire me fait un peu peur. Donc le fait d'avoir eu une activité professionnelle à 100% pendant très longtemps, à part ça, d'avoir une vie privée très compliquée où je devais élever mes enfants toute seule, j'avais une vie de mère, une vie de femme et une vie de collaboratrice intense pendant presque une trentaine d'années, fait que maintenant j'ai peur du vide un peu, du temps, je me culpabilise un peu du rien faire. C'est-à-dire si je m'assieds puis je dis je fais rien, j'arrive à faire ça pendant 15-20 minutes et ensuite il faut que je fasse quelque chose. Je dois apprendre un petit peu à lutter contre mes propres angoisses face au rien faire. Voilà. J'apprends, hein, ça s'apprend. J'arrive assez bien. Ouais, c'est vrai. En fait, plus j'avance et plus je m'aperçois que les femmes, c'est vraiment un plus dans la société. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et quand je vois les femmes qui m'entourent, je pense que il faut qu'elles propagent un petit peu autour d'elles. Il ne faut pas se reposer et puis il faut que ces femmes-là se propagent autour d'elles un message de compréhension, d'espoir et surtout qu'elles transmettent aux générations futures. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le témoignage de Claudine. Après une expérience de vie professionnelle riche et bien remplie à l'autre bout du lac, je suis revenue récemment en Valais pour vivre ma retraite. Et bien sûr retrouver mes racines. Je dirais que tout au long de mon parcours de vie, j'ai vécu des situations de perte sur différentes situations qui m'ont amenée à me poser des questions sur le sens de la vie. C'était vraiment pour moi des questions essentielles. J'ai suivi une formation universitaire sur l'accompagnement des endeuillés. C'est une formation qui vise à accompagner les personnes en deuil. Ce fut probablement un petit peu ma thérapie pour comprendre mes deuils successifs. Avec le recul, je le ressens comme ça. Le sens, pour moi, il est devenu important au fil des ans et les pertes vécues, je les ai comprises comme d'heureux recommencements. Ça a été des occasions de rebondir et je dirais le phénomène le plus important qui m'a amené à me poser ces questions sur le sens, ça a été l'expérience de vie vécue avec ma fille qui a été vraiment l'élément clé de mon existence.
Ma vie professionnelle également, bien occupée dans un métier qui a été proche de l'humain. Et ça a été l'occasion pour moi de côtoyer à la fois la richesse et la difficulté des êtres. J'ai compris que mon sens de vie ne se trouvait pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur. Une formation en médiation m'a également permis de vivre la transition de ma vie professionnelle au moment où je me suis arrêtée. Les cycles de la vie m'ont amené à donner ce que j'ai reçu. Donc c'est très rapidement que j'ai cherché une activité où je pouvais utiliser mes compétences par rapport à mes expériences de vie. C'est ainsi que depuis presque 2 ans, je me rends 2 fois par semaine dans un foyer d'accueil pour femmes ayant subi des violences domestiques. C'est un lieu d'hébergement d'urgence qui correspond à des besoins pour accueillir des femmes et des enfants victimes de violences. Là, j'ai compris que je pouvais apporter un peu de réconfort face à la détresse humaine et ce que le mot bienveillance signifie. Je suis extrêmement touchée des situations vécues par certaines femmes et leurs enfants et les difficultés qu'ils rencontrent. Et voilà, ce sont ces petits instants qui font que apporter un peu de bonheur, mon écoute et ma disponibilité rendent mon quotidien agréable, je dirais, et donnent sens à ce quotidien. Avec ces femmes, je dirais, pour moi, il résonne un espoir que l'humain, qui après la difficulté, est capable de rebondir. Et puis, c'est là qu'intervient la résilience. Parce que quand je vois le courage de certaines femmes dans des situations désespérées presque, et cette capacité qu'elles ont à rebondir après, mais c'est absolument extraordinaire. Donc pour moi, c'est vraiment prendre conscience que la difficulté, elle est faite pour être dépassée. Je dirais que mon sens de l'écoute a changé depuis ma retraite. Je me sens beaucoup plus sereine et probablement plus disponible pour l'autre. J'ai la chance exceptionnelle de partager mon quotidien avec l'homme que j'aime, avec qui nous réalisons des projets dynamiques, notamment la réalisation de petits films sur des scènes de vie valaisannes. Et voilà, c'est un petit peu ce côté qui donne sens à cette retraite. Alors pour moi, il y a une chose qui est importante également chaque matin, c'est la gratitude pour le jour qui vient. Et je dirais que jamais je n'aurais imaginé autant d'harmonie dans cette tranche de vie. Ça me réjouit vraiment beaucoup pour le futur également. Ma confiance dans la vie et mon côté positif, je dirais, me permettent de vivre sans la peur du lendemain. Mon organisation de vie m'apporte beaucoup de satisfaction, j'ai la chance d'être en bonne santé. Et puis je constate aussi qu'autour de moi, les femmes ayant une vie professionnelle bien remplie comme la mienne ont peut-être une meilleure capacité à bien vieillir. Mais ceci, c'est vraiment une constatation personnelle. Je dirais que la vieillesse est la période où l'on acquiert de la joie. Il y a une faculté beaucoup plus importante, en tout cas pour moi, à la contemplation. Bien sûr, bien vieillir exige une vie saine. Je constate qu'aussi, en vieillissant, le psychisme, en tout cas le mien, évolue. On n'a plus le même espace-temps, on n'a plus les mêmes références. Et je pense que nous allons vieillir plus longtemps, mais mieux. Je pense qu'il nous faut construire une image beaucoup plus positive de cette tranche de vie. Et il nous appartient aussi de lutter contre le déni du vieillissement, le déni de la mort. Et je dirais qu'il faudrait travailler à vieillir. Car je pense que vieillir, ça s'apprend. Voilà. Maintenant, j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'atelier artistique de Gabriella. Entrez.
disais vivement que je n'ai plus besoin de gagner ma vie pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et je suis très kinesthésique. Hein. Quand je cuisine avec les doigts. Donc la terre, c'est venu tout naturellement. Est-ce que tu peux nous parler de ton amour pour l'enseignement? Pour moi, la retraite, c'est du temps. Et j'ai besoin de cet équilibre entre ce que je fais pour les autres et ce que je fais pour moi. Donc c'est aussi tout à fait naturel de faire du bénévolat. Alors c'est vrai que l'enseignement, j'ai jamais pensé que je pouvais faire de l'enseignement parce que je suis journaliste, je suis pas pédagogue. Mais voilà, c'est les hasards de la vie. On est venu me chercher, j'ai dit ok, moi j'adore les défis. Et en fait j'aime bien parce que ce qui me plaît, et ce qui me plaira toujours, en fait, je suis journaliste parce que qu'est-ce que j'aime? J'aime les gens, j'aime être en lien avec les gens. Donc voilà, l'enseignement à des gens qui vraiment... en plus, je fais de l'enseignement, enfin c'est un grand mot, l'enseignement. J'aide des immigrés, des personnes qui veulent s'intégrer en Suisse. Et vraiment, la langue, c'est la base de l'intégration. Je les aide à se débrouiller pour aller chez le docteur, pour aller au magasin, dans leur vie de tous les jours. Donc c'est un grand mot, enseignement. Mais quand même, je me forme pour ça. Et donc ça aussi, c'est un élément, je dirais, fondamental. Je suis une étudiante perpétuelle. J'ai besoin d'apprendre, encore maintenant. Je crois que j'apprendrai toujours. Donc je me forme, je fais une formation de formateur pour migrants. Donc voilà, et aussi dans la créativité, je prends pas les cours, mais je vais dans un atelier avec une professionnelle et j'apprends la manière japonaise de travailler la terre, le raku. Donc moi j'ai besoin d'apprendre, c'est vraiment une constante. Comment est-ce que ton séjour en France t'a ouvert vers la richesse interculturelle? En fait, moi, j'ai aussi été... je suis multiculturelle déjà, puisqu'en fait, je suis arrivée en Suisse quand j'avais 8 ans et je ne savais pas un mot de français. Donc, la nécessité de s'intégrer, la difficulté de ne pas exister parce que vous ne comprenez rien de ce qu'on dit autour de vous, je l'ai vécu. Et puis bon, nous sommes partis vivre en France une période de notre vie avec mon mari. Et ça, c'était... effectivement, c'était dans un tout petit village, vraiment le fin fond de la France. C'est une expérience magnifique parce que justement, on est ailleurs complètement. On n'a aucun repère, aucun repère. On n'a plus ses propres repères. Et ça met en ouverture. Ça oblige absolument à capter et à faire sa place. Et en fait, bien vieillir avec ce changement de vie, pour moi ça n'a pas été une rupture parce que je ne l'ai pas vécu comme ça. C'est ça, c'est s'adapter, constamment s'adapter et trouver un équilibre justement entre le bien-être personnel et puis le lien avec les autres. Moi je le vois comme ça en fait. Vieillir, c'est cet équilibre entre donner et recevoir. Tu as aussi une formation de sophrologue. Comment est-ce que cette formation contribue au bien vieillir? Alors, c'est vrai que j'avais souhaité ne pas connaître le coup près de la retraite, boum, comme ça. J'étais journaliste et j'ai décidé de quitter ce métier et d'en apprendre un autre. Donc voilà, je suis devenue sophrologue pour apprendre à gérer le stress que je ne savais pas toujours gérer. Et c'est vrai que la sophrologie, c'est un art de vivre, c'est plus qu'un métier, c'est un art de vivre. C'est surtout amener les personnes qui viennent chez toi à faire avec ce qu'ils sont et à gérer son propre potentiel et peut-être découvrir un potentiel que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu n'as pas encore vraiment, dont tu n'as pas pris conscience. Et c'est ça la sophrologie. Donc c'est pile poil sur les problèmes effectivement qu'on rencontre quand tout d'un coup, ce qui a fait l'essentiel de votre existence, le travail, ça s'arrête, et puis qu'on n'est plus rien. Moi j'ai pas connu ça parce qu'effectivement je suis jamais partie à la retraite. J'ai changé de métier et après j'étais indépendante. Mais je peux concevoir que pour des personnes, c'est de se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je vaux? Et qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je fais sur Terre? Donc, le sens de la vie. Donc, la sophrologie peut aider à trouver le sens.
comment est-ce que la dimension artistique peut contribuer à comprendre la dimension du sacré? Alors ça c'est très personnel, je crois, hein. C'est très très personnel. J'ai toujours, moi des fois un peu trop d'ailleurs, on me le reproche des fois, ce besoin de beauté. Mais parce que la beauté elle est partout, si on ouvre les yeux, qu'on regarde la nature. Donc c'est vrai que là je fais des personnages, jamais je n'arriverai à la beauté du vrai corps. La beauté parfaite elle n'existe pas. Mais c'est une recherche du sacré bien sûr, de la beauté parfaite, de la perfection. Nous allons rencontrer Clotilde. Elle est professeure à la Haute École en Valais. Elle est professeure de sociologie et experte sur les questions de la vieillesse. Venez. Ce qu'on peut quand même commencer à dire dès qu'on parle des vieux et des vieilles, tout le monde le sait, j'adore utiliser le mot vieux et vieille parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit stigmatisé, hein. On parle des jeunes et puis c'est pas tellement dévalorisant, alors que quand on parle des vieux et des vieilles, c'est souvent dévalorisant. Et donc je pense que là vraiment, la première chose à poser, c'est de dire que vieillir, c'est une chance magnifique pour notre époque. C'est vraiment un grand progrès de l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut avoir 5 générations qui cohabitent ensemble, 5 ou 6 peut-être même, de l'arrière-arrière-grand-mère à la petite-fille, 5 générations qui ont à partager des choses, qui ont à apprendre des choses l'une de l'autre. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que malheureusement, la vieillesse est frappée d'une image relativement négative. On a une image généralisante, négative de la vieillesse. On considère qu'elle est immobile, pas apte à apprendre, qu'elle coûte cher, qu'elle monopolise trop le système de soins ou le système de santé, qu'elle n'est pas du tout apte à vivre les renouvellements technologiques, les nouveaux défis qui se posent à nous. On voit souvent la vieillesse comme une charge. Un fort stigmate négatif pèse sur la vieillesse actuellement. C'est pas très agréable d'être vieux actuellement ou de vieillir, parce qu'évidemment, vieillesse est liée au vieillissement. Dire encore qu'en Valais, en 2010, sur 330 000 habitants, il y avait 54 000 personnes de plus de 65 ans. Donc c'est une vraie conquête sur la mort, une vraie conquête aussi sur la maladie, parce qu'il faut dire que la majorité de ces personnes âgées vieillissent en bonne santé, voire même en très bonne santé, puisque le taux d'institutionnalisation en Suisse est en moyenne de 6% et se concentre principalement sur les très grands âges de la vie, c'est-à-dire après 85 ans, 84 ans, puisque l'âge d'entrée en EMS recule chaque année, d'une année, 6 mois. On rentre de plus en plus tard dans les MS et on ne vit pas très longtemps dans les MS, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, que ça coûte si cher une place en EMS. On vit entre 1 an et 3 ans en moyenne, 2,7 ans en EMS, ce qui est beaucoup moins long que des jeunes qui seraient institutionnalisés, par exemple. Justement, ce message d'espoir, c'est aussi de dire que après la retraite, les gens contribuent dans différents champs sociaux. Absolument. Ils contribuent énormément aux bénéfices économiques, à la prospérité économique de nos pays. D'ailleurs, dans nos pays riches, l'espérance de vie est bien plus élevée que dans les pays pauvres. Mais de fait, ces personnes âgées contribuent largement aux bénéfices économiques de notre société. Dire aussi que la majorité de ces personnes âgées, pratiquement tout le monde, continue à payer des impôts. Tiens, c'est bizarre. Ils continuent à payer des appartements. Ils continuent à manger aussi, même s'ils mangent de moins en moins, mais ils continuent à manger. Une bonne part, ils font encore des voyages, ils font des excursions, donc ils s'achètent du matériel pour aller faire des excursions, type le rucksack ou les nouvelles chaussures de marche, ils en achètent quand même. Ils vont au restaurant, ils vont au café, ils jouent au loto, ils participent à la vie locale et par ailleurs, ils ont aussi accès, puisque les nouveaux vieux maintenant, ils ont tous eu accès aux technologies de l'information, donc ils vont continuer à s'équiper, à acheter des tablettes, à acheter des ordinateurs, des téléphones portables, donc tout un immense bénéfice en termes économiques.
La question de la garde, c'est quelque chose de très très important. Ils participent à la vie économique par la garde des petits-enfants. Environ un quart de la garde des jeunes enfants est assurée par des proches qui ne sont pas la famille directe, ça veut dire les grands-parents. Quelles sont les nouvelles innovations sociales qui contribuent à cette transformation? Je pense qu'il y a un élément très très important, c'est qu'il faut déjà prendre conscience des bénéfices que ces personnes âgées amènent. Donc on a parlé un peu des bénéfices économiques, c'est brosser un tableau rapide, mais on peut aussi parler des bénéfices familiaux. Ils contribuent à construire l'histoire familiale, à raconter l'histoire familiale, à faire que l'histoire familiale reste présente dans la tête des petits-enfants et qu'elle puisse faire partie de la transmission de ce qu'on se transmet. Parce qu'on vieillit mieux, parce qu'on a plus de liberté, parce qu'on a conquis une forme de liberté, les femmes, mais aussi les vieux, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Du point de vue de la société, c'est quand même une opportunité fantastique qu'on a. C'est quelque chose qui permet la vieillesse telle qu'on l'a actuellement dans nos pays occidentalisés, c'est quelque chose qui permet de réfléchir éventuellement à d'autres politiques sociales, à d'autres formes de vie en société, parce que ça nous fait prendre conscience de la vulnérabilité obligatoire de l'être humain. On doit être aidé toute sa vie. C'est pas seulement quand on est petit qu'on doit s'entraider, ou quand on est vieux, ou quand on est malade, ou quand on a la jambe cassée. L'entraide et la solidarité fait partie de la communauté des êtres humains. Et donc cette idée que ces vieux-là, ils existent, c'est quand même quelque chose de très intéressant. L'enjeu maintenant, c'est de donner à toutes les vieux et toutes les vieilles les mêmes chances d'arriver à bien vieillir. Parce que tout ce que j'ai dit concerne majoritairement des classes moyennes supérieures à grand capital social et culturel. Et c'est pas forcément la même façon de vieillir quand on est vieux, pauvre et malade, pour le dire vite. Et donc, je pense qu'un des enjeux de nos sociétés, c'est de réussir à imaginer des nouvelles formes d'habitat, des nouvelles façons de penser les politiques sociales, des nouvelles façons de penser les liens sociaux qui font la communauté humaine, pour donner les chances à même ceux qui auraient moins de capital au départ, ou ceux qui auraient plus de peine, ceux qui auraient plus de dysfonctionnement, ceux qui auraient plus de peine à vivre dans la vie quotidienne. On voit que là, il y a des propositions d'habitat alternatifs qui sont absolument extraordinaires pour les vieux. Donc cette longévité amène à l'innovation sociale. Absolument. Dans les domaines que tu as bien expliqués. Absolument. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel d'innovation sociale très très important, que ce soit pour nous dans les pays occidentaux ou même dans les pays du Sud, parce qu'on voit bien que les pays du Sud, je disais tout à l'heure, la longévité est moins grande, mais quand même, ils vont être confrontés à qu'est-ce qu'on fait de nos vieux, d'autant plus qu'ils n'ont pas de système social qui a garanti une forme d'équité qu'est la VS chez nous. Ils n'ont pas ce type de systèmes sociaux, donc il faudra bien trouver des solutions pour qu'est-ce qu'on fait grâce et avec ces vieux et vieilles. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous avons eu beaucoup de plaisir de partager ces quelques témoignages sur le bien vieillir. Nous espérons que ça vous donne une opportunité de réfléchir vous-même sur l'espoir de bien vieillir. Au revoir.